Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle émission Chemin de Traverse, ici à Paris, chez Yves Coppens. Yves Coppens, bonjour. Bonjour. Également avec nous, Maud, bonjour. Bonjour. Antoine, bonjour. Bonjour. Yves Coppens, nous allons parler de Darwin, ou Darwin, l'homme le plus dangereux de l'Angleterre, disait-on à l'époque, au 19e siècle. Mais j'ai dit Darwin, vous avez souri ou ri? Pourquoi est-ce que ça vous fait sourire, Yves Coppens, Darwin? Parce que de manière un peu bête, en France, on a toujours soutenu notre Lamarck, alors que les Anglais, bien sûr, soutiennent, et ils savent très bien le faire, leur Darwin. Et il faut dire que c'est un débat, un combat un peu ridicule, étant donné que Lamarck a précédé Darwin de bien des années, et que Darwin s'est inspiré abondamment de Lamarck pour faire mieux, enfin, forcément. Donc Darwin est un monsieur important, ça va de soi, c'est un monsieur assez génial dans sa réflexion et dans ses conclusions, et la sélection naturelle qu'il avait proposée, elle tient encore, bien qu'elle ait été beaucoup transformée, bien sûr. On a fait des choses depuis que Darwin s'est éteint, ça va de soi. Mais quand on dit Darwin en France, c'est pour se moquer un petit peu de lui et dire le nom anglais à la française, c'est pas très aimable. Alors Darwin, c'est passionnant en fait. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, comme nous, en fait, on peut se plonger dans quelques bons documentaires d'Arte et même des livres de vulgarisation sur Darwin pour comprendre ce que sont l'évolution des espèces par la sélection naturelle avec la création de la nature. Mais revenons, Yves Coppens, à Darwin. En fait, il avait rencontré un de ses professeurs, William Paley, Paley, je ne sais pas comment on dit. Et William Paley était convaincu, donc on est au 19e siècle, la première moitié du 19e siècle, il était convaincu que les organes du corps humain, des animaux ou des hommes, étaient faits avec un but, une finalité. L'œil était ainsi fabriqué pour voir, dans la finalité de voir, et son existence d'ailleurs donnait du fil à retordre à Darwin qui donc a suivi Paley et qui a en fait effectivement remplacé la notion de finalité divine par une finalité plus due au fait au hasard, quoi, plus pratique. Et donc l'œil en tout cas donné à Darwin, je cite, des sueurs froides. Qu'est-ce que vous pensez vous de l'œil? Est-ce qu'il y a des intermédiaires pour arriver finalement à l'œil, chef-d'œuvre de la création humaine quand même? Oui, je n'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que Pierre-Paul Grasset, qui était un grand zoologue français, disait toujours, avec une vraie conviction religieuse, disait toujours expliquez-moi l'œil, précisément. Et dans ce cas-là, je croirais dans la sélection naturelle. Mais en fait, c'est vrai que c'est très surprenant lorsqu'on étudie la nature. Enfin, moi, je suis naturaliste. C'est-à-dire qu'à l'époque où j'étais en fac, en géologie, on apprenait tous les cailloux, en botanique, toutes les plantes, et en zoologie, tous les animaux. Donc ça aussi, ça forme la mémoire. Hein. Et donc, lorsque on voit la nature et les merveilles de son adaptation, on a de la peine à croire que ce sont des adaptations qui se font au hasard. Mais on est bien contraint de constater, en travaillant aujourd'hui sur beaucoup d'autres choses, comme par exemple l'hérédité, et puis grâce aux instruments dont on dispose et qui nous montrent par le petit bout de la lorgnette, ou le grand bout, comme vous voulez, les deux d'ailleurs, la manière dont ça se passe. Et il est bien évident que, enfin, moi je crois bien sûr à ces gens, hein, qui disent, il n'y a pas de doute, les mutations apparaissent au hasard, et puis c'est sur le hasard que se fait le tri par le milieu, par l'environnement. C'est l'environnement qui retient ou ne retient pas telle ou telle proposition de la nature. Et évidemment, quand on voit ça a posteriori, quand le paléontologue aujourd'hui regarde l'ensemble de l'histoire, on peut la raconter vraiment comme une histoire cohérente, et qui se développe dans un sens qui lui-même est tout à fait merveilleux, mais tout à fait cohérent. Et quand on se met sous le microscope, comme ces gens dont je vous parlais,
on prend conscience que ça ne doit pas être comme ça que ça se passe. Alors chapeau à Darwin qui, après avoir ces quelques années sur le Beagle, c'est pas mal hein, quand on s'embarquait. Moi, quand je m'embarque sur un paquebot, c'est quelquefois pour quelques semaines, mais quelquefois moins. Là, il est parti pour plusieurs années, lui, le petit père Darwin. 5 ans, je crois. Ah oui, c'est fou, hein, sur ce Beagle. Et donc, ces observations ont été suffisamment intelligentes et précieuses et fines pour qu'il comprenne cette histoire de sélection et qu'il ose, en plus, la proposer, d'où ces divers problèmes. Et il a fait état de cette histoire en parlant des animaux et des plantes, bien avant d'oser parler de l'homme, bien sûr. L'homme, c'est quand même plus sacré que ne le sont les autres. C'était effectivement, il s'embarque le 27 décembre 1831, il a 22 ans, et donc sur le bateau Beagle, vous l'avez dit Yves Coppens, direction la Patagonie, l'Amérique du Sud, le Pérou, avec à son bord le capitaine Fitzpatrick, qui lui a embarqué des autochtones, si j'ose dire, de la Terre de Feu. Est-ce que ça a joué dans l'observation de Darwin, Yves Coppens, cette présence des habitants de ces terres de feu de la Patagonie, dont d'ailleurs je crois on peut aujourd'hui demander la nationalité au passage. Oui, sûrement. Enfin, c'est bien sûr. Comme Darwin était intéressé par tout, enfin, c'est vraiment un esprit curieux, un esprit scientifique. Il était intéressé aussi bien par la diversité animale ou végétale que par la diversité humaine. Et les Fuégiens qui, à ce moment-là, existaient encore, parce qu'ils ont été quand même un petit peu éliminés par les autres Amérindiens et puis aussi les Européens quand ils ont débarqué. Ces Fuégiens ont dû le surprendre par leur vie, par leurs adaptations extraordinaires, puisque c'était des gens qui plongeaient dans des eaux très froides, sans avoir les réactions que nous aurions sans préparation, si nous osions plonger dans les mêmes conditions. Ce qui lui a fait comprendre que les humains étaient tous les mêmes, mais qu'il y avait quand même des adaptations qui différenciaient certaines populations. Et ça a dû l'intéresser aussi. Mais ce voyage, c'est important de faire le terrain, quoi. C'est ça que ça veut dire aussi. Hein. Le terrain, c'est aussi bien le terrain maritime, peu importe. Mais le terrain. Moi, je ne suis parti qu'à 25 ans parce que je n'ai pas trouvé l'occasion avant. Mais le terrain est une source d'information permanente. Quand on garde l'œil ouvert et quand on garde l'œil naturaliste ouvert, c'est plein de richesses. Vous parliez de Darwin, il a commencé des études de médecine finalement, Christ's College de Cambridge, mais il était, d'après son père, plus intéressé par la chasse, son père qui le destinait à être pasteur, mais vous aussi je crois, Yves Coppens, en fait, à vos heures perdues, si vous en avez, vous ne faites pas trop la sieste, vous aimez bien la chasse je crois. Oui, enfin, il ne faut pas trop tout dire, mais il se trouve que je suis né en Bretagne, et il se trouve que, comme vous le savez, enfin, je suis né en 1934, vous l'avez déjà dit, qu'à cette époque, dans certaines familles, la chasse était chose courante, quoi. Alors, mon père ne chassait pas, mon grand-père non plus, enfin, le grand-père chez qui j'ai été élevé, grand-père maternel, mais par contre, j'avais un oncle qui chassait, et dès que j'ai eu l'âge, j'ai reçu mon fusil 12, pour chasser. Et donc, je filais avec lui pour faire le petit gibier. J'ai jamais fait le gros gibier en France. Le petit gibier, c'était le lièvre, c'était je sais pas quoi, moi, les ramiers, et bien sûr les perdrix. Enfin, c'était tout ça, c'était merveilleux. Et les mammouths? les mammouths plus tard, oui. Et puis de manière différente. J'avais pas besoin de fusil. Et en Afrique, bien sûr, ça m'a repris, d'autant plus qu'il fallait en Afrique être armé pour des questions de sécurité. Je ne vais pas vous raconter ça, mais j'ai été attaqué bien des fois, donc c'était mieux à ce moment-là d'être armé, ne serait-ce que qu'en tirant en l'air, on écartait quand même un petit peu les dangers.
Je l'ai fait plusieurs fois. C'est pas drôle, hein, de faire ça la nuit, c'est pas marrant quand on entend les buissons voisins un petit peu sonores. On ne sait pas trop ce qui se passe, quoi, surtout la nuit. Mais en dehors de ça, j'ai donc été armé pendant une vingtaine d'années. Et en effet, ces armes, je les utilisais pour la chasse. Et je dois dire que, bien sûr, que je chassais pour la nourriture. Quand vous avez 50 types au milieu de la brousse, au milieu de nulle part, il faut bien les nourrir, même quand on a beaucoup de nourriture de base, même quand avec un petit avion, on reçoit un peu de compléments toutes les 15 jours, 3 semaines. C'est pas mal d'avoir de la viande fraîche régulièrement. Et là, j'avais mon permis de chasse scientifique en Éthiopie. Je ne sais pas si ça veut le dire, mais... Et donc, je chassais. La gazelle était très, très abondante et le steak de gazelle a un goût si particulier que j'étais un petit peu triste en rentrant en France d'avoir perdu ce goût. Et je chassais, puisque vous me le demandez, soyons honnêtes, je chassais donc pour la viande. J'ai jamais chassé, par exemple, l'éléphant pour le plaisir de me faire un éléphant ou le lion pour le plaisir de tuer un lion. Ça aurait été simple, hein, mais ce n'était pas nécessaire. Mais par contre, il y avait un réel plaisir. Ça, je dois dire que j'avais un réel plaisir. Antoine. Yves Coppens, nous parlions plutôt de l'évolution de l'homme. La médecine et la technique contemporaine interfèrent ou remplacent même la sélection naturelle chez les sapiens. Va-t-on observer un arrêt de la sélection naturelle ou une dérive de cette évolution vers des mutations indépendantes du milieu avec lequel vous nous disiez que l'évolution permettait de rester en équilibre? Oui, ça c'est une grande question. C'est une grande question et c'est vrai un grand souci. Je suis comme tout le monde, hein. Je ne vois pas dans l'avenir. Et je suis toujours très impressionné très amoureux de la science, très impressionné par la science. Je me crois scientifique pur et dur. Et donc, en ce sens, je salue tous les progrès scientifiques et je salue les plus extravagants d'entre eux. Mais comme on le disait un petit peu dans une autre émission, il y a toujours les deux faces, quoi. Il y a la face superbe, étonnante, chapeau à l'humanité qui est merveilleuse et merveilleusement inventive, qui est géniale. Enfin, moi, j'ai grande admiration de l'humanité. Mais à côté de ça, chacune de ces inventions a son côté terrible. Et je suis, comme à chaque génération, je suppose, inquiet de cet avenir, tout en étant convaincu qu'il ne faut pas avoir peur de la science. Ce n'est pas possible de l'arrêter. Ce serait idiot de l'arrêter. Ce serait idiot de faire de la marche arrière. Et il faut rester vigilant, quoi.